maintenant on va parler de LoRaWAN. Et LoRaWAN, bah, finalement, c'est une des implémentations réseau possibles sur LoRa. C'est-à-dire que LoRaWAN n'est pas la seule façon de faire du réseau sur LoRa. LoRaWAN, c'est une des façons. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins répandues, et donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler, puisque finalement c'est vraiment LoRaWAN qui domine, mais ce n'est pas la façon de faire. Il y en a quand même une dont j'ai envie de vous parler très rapidement, c'est celle d'Amazon, parce que celle-là, vous n'aurez peut-être jamais vraiment l'impression de la manipuler, mais mine de rien, elle va être aussi très grande quand elle sera vraiment active et déployée dans l'ensemble du monde. C'est le réseau Sidewalk, le réseau Sidewalk d'Amazon, qui utilise aussi LoRa en partie, plus d'autres choses, pour ses communications avec des objets connectés, eh bien, utilise une implémentation au-dessus de LoRa qui est spécifique à Amazon et qui, du coup, n'est pas LoRaWAN. Alors, LoRaWAN, eh bien, ça a été créé par la LoRa Alliance, ça repose sur la couche LoRa. Donc la couche LoRa, elle se constitue d'une partie radio, physique, hardware, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment sur la partie comment est-ce qu'on module le signal dans les airs. Et puis par-dessus, on a une couche logicielle qui permet de piloter ces choses-là qu'on appelle la LoRa. Qui permet de piloter tout ça. Et au-dessus de ça, eh bien, on a la couche qui a été définie par la LoRa Alliance, qui inclut une LoRa MAC et qui inclut différentes classes d'objets dont on parlera tout à l'heure. Et cette couche LoRa Alliance, en fait, elle propose une interface pour pouvoir s'en servir, qui est à peu près standardisée, et par-dessus laquelle on va pouvoir bâtir notre application. Donc là, on a quand même un niveau de software qui est relativement important dans la partie LoRaWAN pour faire fonctionner cette LoRa MAC. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire qu'il va falloir un microcontrôleur avec pas mal de mémoire, pas mal de flash, et un petit peu de puissance de calcul pour arriver à supporter cette couche-là. C'est pour ça que précédemment, quand je vous positionnais différentes technologies, je vous disais que LoRa et LoRaWAN n'allaient pas se situer dans l'ultra low-cost IoT. Entre autres, la raison, elle est liée à la complexité de la couche LoRaWAN, qui fait qu'il faut un CPU relativement puissant pour arriver à faire tourner cette couche-là. Et du coup, ça ne rentre pas dans le critère de fabriquer des objets connectés avec un prix sorti d'usine inférieur à 1 $, parce que tout simplement, la complexité logicielle est trop importante pour arriver à ça. La complexité radio est aussi relativement importante, parce qu'un dollar, c'est le coût globalement en volume d'un chip Semtech pour faire du LoRaWAN. On peut imaginer que ce coût-là va être réduit, mais malgré tout, le coût logiciel reste important. Le MCU qui fait tourner ça est donc relativement costaud. Et on est plutôt sur un coût minimum d'un transceiver, incluant la stack LoRaWAN, autour de 2,50 $ à 3 $ aujourd'hui, sur des petites configurations. Voilà, donc un peu loin de l'ultra low cost, mais malgré tout, on reste sur des coûts qui sont particulièrement raisonnables. Alors la LoRaWAN, eh bien, elle se base sur une architecture assez classique et assez simple qu'on peut représenter de cette façon-là. Donc d'un côté, on a les objets qui sont compatibles LoRaWAN, on a des gateways. Donc des gateways, c'est des passerelles qui vont recevoir les messages grâce au réseau LoRaWAN et qui vont renvoyer ces messages-là vers un serveur LoRa, ce qu'on appelle un network server. La partie des gateways et du network server, grosso modo, c'est un opérateur réseau LoRaWAN qui peut être public ou qui peut être privé. Dans ce réseau-là, il y a une petite particularité, dans les réseaux LPWAN de façon générale, c'est que l'ensemble des gateways captent l'ensemble des messages. Ce qui est un peu différent avec le monde des téléphones, par exemple, portables, où même si les messages sont reçus dans les airs par finalement toutes les antennes, un téléphone va être attaché à une antenne. Et donc, c'est bien avec cette antenne-là qu'il va communiquer. Et puis, quand vous allez vous déplacer, vous allez changer d'antenne à antenne. Mais on va dire que même si une antenne qui est à côté, finalement, capte des éléments de communication parce qu'elles sont sur les ondes radio qui sont les mêmes d'une antenne à une autre, elle ne va pas s'en occuper. C'est uniquement l'antenne sur laquelle vous êtes connecté qui va processer les données de l'objet. Ce n'est pas du tout le cas quand on est sur du LoRaWAN ou sur du Sigfox. Toutes les antennes qui vont recevoir le message de l'objet vont processer ce message-là. Et donc vont le remonter vers le network server. Et donc le network server va recevoir un même message qui provient de plusieurs gateways qui l'ont reçu. Ça, c'est intéressant parce qu'en termes d'application de géolocalisation, par exemple, on peut faire de la triangulation à fonction de toutes les gateways qui ont reçu le message. Ce n'est pas très précis, mais ça a pas mal d'applications intéressantes avec un coût de déploiement relativement faible.
Le network server, lui, donc, il va recevoir toutes ces données, il va les dédupliquer, et pour une donnée unique reçue, eh bien, il va pouvoir la transférer vers un application server. L'application server, c'est celui qui fait l'application qui en est propriétaire et qui va processer la donnée. Par exemple, pour sortir de la trame une donnée qui se trouve être une température et puis la stocker dans une base pour ensuite l'afficher sur un dashboard pour que l'utilisateur puisse suivre la température, par exemple, dans sa cave ou dans son jardin. Donc ça c'est l'architecture classique qu'on va retrouver et donc on voit que d'un point de vue réseau, on a donc une norme qui a été définie par la LoRa Alliance. Cette norme elle s'appelle LoRaWAN et LoRa Alliance, j'en ai parlé rapidement, ça représente à peu près 500 acteurs, ça a été créé en 2015 et son objectif c'est de définir ces normes là et de valider que les objets sont conformes à la norme. Dans la norme, on va définir un certain nombre de choses, comme les fréquences qui vont pouvoir être utilisées. On verra pourquoi tout à l'heure. Ça va définir le format de la trame, bien sûr. Ça va définir les règles pour le chiffrement. Et puis, ça va définir un certain nombre de commandes qui vont être autour du pilotage du réseau, dont on parlera tout à l'heure. Entre autres, il y a la façon de se joindre au réseau, qui va être définie par la norme. Et cette façon-là, il y en a deux qui sont possibles en LoRa. Il y a ce qu'on appelle le OTAA, Over the Air Activation. Ça, c'est la norme la plus classique où on donne finalement certains éléments d'information qu'on verra tout à l'heure et ça crée une session de communication avec une clé de chiffrement spécifique qui va être utilisée. Et puis, quand on va se reconnecter, ça va créer une nouvelle session avec de nouvelles clés de chiffrement. On a une autre façon de se connecter qui est l'ABP, Activation by... je l'ai plus. Désolé, je l'ai plus. By Personalization, voilà. Activation by Personalization, qui, finalement, utilise directement les clés de la session et font que, finalement, on n'a pas de notion de création de session. L'intérêt de l'ABP, c'est qu'il n'y a pas besoin de négocier quoi que ce soit avec le network server pour communiquer dessus. Et donc ça a certains avantages, même si c'est quand même beaucoup moins utilisé globalement. La norme définit la façon dont on va sécuriser le réseau. Donc par exemple, dont on va faire le chiffrement des trames. Ça c'est quelque chose de très important sur LoRaWAN. C'est comme on est sur un système qui est multi-opérateur, n'importe quel gateway peut capter les messages de n'importe quel réseau. Et donc, les données d'Orange sont reçues par les gateways de Bouygues, d'une certaine façon, si je prends cet exemple en France. Et par conséquent, il ne faut pas qu'un concurrent ou qu'un autre gateway puisse recevoir les données. Et donc, on va chiffrer les données et seul le réseau sur lequel vous êtes connecté a la capacité à déchiffrer les données, donc à traiter la payload. Et de cette façon-là, en fait, les network servers vont pouvoir facilement séparer le trafic qui est pour eux du trafic qui ne leur appartient pas. Donc la spécification LoRaWAN, elle va définir en fait tout cet ensemble de règles que j'ai parcouru très rapidement et qui fait que les objets vont pouvoir fonctionner tous les uns avec les autres. Elle définit aussi les règles de fréquence, d'attribution des fréquences, et elle ne définit pas l'intégralité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une gateway va, en Europe, écouter 8 canaux. Alors, un peu partout dans le monde, en fait, le standard, c'est d'avoir des gateways qui font 8 canaux. Hein. Donc là, en FCC, ça a certaines implications dont on a parlé tout à l'heure. Mais donc, on a 8 canaux. Et en fait, ce que va faire le système, c'est qu'il va définir la norme. Elle va définir 3 canaux qui sont des canaux qui sont communs, de façon à ce que tous les objets soient capables de se connecter à n'importe quel réseau. Et ensuite, potentiellement par configuration, soit via la norme, soit via des downlinks qui sont envoyés, on va pouvoir définir des canaux supplémentaires. L'idée, en fait, c'est que sur 8 canaux, il y en ait 3 qui soient communs, mais qu'il y en ait 5 autres qui puissent être par opérateur, et donc les opérateurs puissent chercher des fréquences qui sont différentes les uns des autres pour éviter de se parasiter les uns les autres, et donc de créer des problèmes de saturation de réseau. Alors c'est toujours quand même assez problématique d'avoir 3 canaux qui sont les mêmes pour tout le monde, parce que forcément ces canaux-là peuvent saturer plus vite que les autres, mais c'est un bon moyen d'arriver à partiellement résoudre le problème. Donc ce que dit la norme de façon commune, elle nous dit qu'il y a 3 canaux, le canal 0, 1 et 2, qui sont des canaux qui sont positionnés sur 868.1, 868.3 et 868.5 MHz. Ce sont tous des canaux qui font 125 kHz.
Donc grosso modo, ces 3 canaux, vous voyez qu'ils utilisent la totalité de la bande de fréquence entre 868.0 et 868.6. Donc ça, c'est pas anodin, hein. Vous voyez que sur la bande de fréquence qui est à disposition, bande d'ISM, eh bien, LoRaWAN consomme quand même énormément de bandes passantes. Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas être au-delà de 8 canaux, c'est parce que finalement, sur le faible espace qu'on a entre 865 et 870 MHz, eh ben, on ne pourrait pas mettre énormément de canaux LoRaWAN sur cet espace-là. Donc 8, ça va passer sans trop de difficultés, et on en a 3 qui utilisent déjà cet espace-là. Et donc ces 3 canaux-là, eh bien, comme on est sur une même bande de fréquence qui est un duty cycle de 1%, eh bien, d'un point de vue implémentation, ils vont avoir chacun un duty cycle de 0,33%, de façon à ce que la somme de ces 3 canaux ne représente que les 1% qui sont autorisés. Donc quand on va émettre un message, et ça dépend des implémentations LoRaWAN, si on utilise par exemple la stack LMIC qui est assez courante sur Arduino, la stack LMIC gère pas le duty cycle par canal, mais elle le gère sur la bande de fréquence. Donc grosso modo, on va pouvoir émettre qu'un message tous les 1% du temps, même si on a 3 canaux distincts. Alors que sur d'autres implémentations comme la Semtech qui gère le duty cycle au canal, eh bien on va pouvoir émettre 3 messages à la suite l'un de l'autre, donc sur le point 1, point 3 et point 5. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir attendre que les canaux se débloquent. Et donc, quand on a un duty cycle de 0,33%, il va falloir attendre un certain temps pour qu'il soit débloqué. Voilà. Ça, attention sur l'application des duty cycles en fonction des stacks, vous pouvez avoir des choses qui sont différentes. Donc ça, c'était pour l'uplink, c'est pour quand un message communique vers le réseau. Et dans le downlink, quand le réseau va descendre de l'information vers un device, eh bien, il y aura 2 possibilités. Soit il utilise la première fenêtre de réponse, qui se situe 1 seconde après l'émission, et dans ce cas-là, eh bien, il utilisera la même fréquence que celle qui a été utilisée par l'objet, donc ça reviendra sur ces canaux-là. Ou alors, il utilise la fenêtre numéro 2, la RX2, et dans ce cas-là, eh bien, ce sera sur la fréquence de 869,525 MHz, qui, elle, comme vous le voyez, est dans un bloc de fréquences différente, qui autorise plus de puissance, 500 mW, et un duty cycle de 10%, ce qui permet d'avoir un usage plus fréquent de cette fenêtre-là. Donc ça, c'est très adapté quand on a un système avec une infrastructure comme c'est le cas dans LoRaWAN, où finalement chaque objet remonte un petit peu d'informations avec 1%, mais vous avez une antenne, ou 2 antennes, enfin voilà, qui sont dans le secteur, qui elles doivent redescendre de l'information par des downlinks, mais vers plein d'objets. Et donc en fait, si 10 objets utilisent 1% de leur temps et font une demande de 1% en face, ça va vite consommer les 10% qui sont nécessaires, enfin qui sont possibles. Donc voilà, donc il faut faire très attention à ça. Et ça implique que les opérateurs vont fixer des règles de fair use qui font que, par exemple, le nombre de downlinks par objet va être limité, dans le but de s'assurer que les gateways sont toujours capables de fournir des réponses sans dépasser ces 10% de duty cycle. Ça peut amener aussi ça un petit peu de complexité, surtout quand les règles de fair use font que le nombre de downlinks est relativement limité. Alors les downlinks, c'est un terme assez générique pour dire une communication descendante du réseau vers l'objet. On peut en avoir de plusieurs sortes. On a de l'acquittement de paquets, où là c'est une simple communication pour dire j'ai bien reçu le message que tu m'as envoyé, ou carrément la transmission d'une ou plusieurs données qui viennent d'une application par exemple et qui vont redescendre vers l'objet petit à petit. Donc ça, c'est du développement un petit peu avancé, mais ces règles-là, il faudra les prendre en compte aussi dans le développement et les réfléchir correctement. Alors si l'on veut faire une implémentation qui soit complète, eh bien, on va pouvoir aller chercher des canaux supplémentaires, puisqu'on a droit à 8 canaux pour la communication sur LoRaWAN. On a vu qu'il y en a 3 qui étaient pris par défaut et qui étaient toujours positionnés donc, sur la petite bande de fréquence en 868.0 jusqu'à 868.6. Et donc on va pouvoir profiter des autres bandes de fréquence pour ajouter les 5 canaux supplémentaires. Donc par exemple, entre 865 et 868 MHz, eh bien là on peut positionner aussi des channels montants, toujours sur cette bande de fréquence qui a 1% de duty cycle. On peut du coup positionner jusqu'à 15 channels différents sur cette bande-là,
Donc en sachant qu'on en a 5 finalement à positionner sur les 8 totaux qu'on peut utiliser. Donc on peut les positionner un peu comme on veut. Et comme le fait qu'il y ait la place pour 15, eh bien ça permet finalement d'avoir jusqu'à 3 opérateurs réseau sur les mêmes bandes de fréquence, donc 865 à 868, qui peuvent se séparer intelligemment la bande de fréquence de façon à éviter les collisions à l'intérieur de ces différents réseaux. Alors comme il n'y a pas de réglementation, puisque c'est une bande d'ISM et que chacun fait ce qu'il veut dedans, c'est pas forcément évident de s'harmoniser. Et sur un petit réseau privé, il est possible de regarder globalement quelles sont les bandes de fréquences qui sont les plus utilisées dans la zone et d'éviter de mettre des canaux sur cette bande-là. Mais très rapidement, lorsqu'on est sur un réseau qui est de taille nationale ou internationale, eh bien il faut fixer en dur ces canaux-là, puisqu'il est primordial que dans un réseau, eh bien, ce soit toujours les mêmes canaux qui soient utilisés, puisque l'objet va avoir une configuration qui en général est statique, et ensuite va utiliser cette configuration pour faire ses communications. Donc si vous changez le plan de fréquence dans l'espace, quand un objet va se déplacer, eh bien, il va se retrouver à communiquer sur des canaux sur lesquels personne n'écoute, et donc ça ne va pas fonctionner. Donc sur l'ensemble du réseau, on doit avoir les mêmes canaux qui sont utilisés, et donc on va faire un choix, et voilà, pour ces canaux-là, on a le choix entre de 5 parmi 15, et il faut quelque part, d'une certaine façon, bien tomber. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette bande de fréquence de 865 à 868 est aussi une bande de fréquence à 1%, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des canaux qui, chacun, représentent 0,2% de duty cycle, mais viennent en plus des 0,33% qu'on avait par canal sur les 0,12. Donc ce qui veut dire qu'en fait, un objet n'a pas 1% de duty cycle, mais il a 1% sur une bande, plus 1% sur une autre bande. Donc on peut être au-delà des 1% de duty cycle en fonction des bandes qui sont choisies. De la même façon, il y a une bande entre 869,70 et 870 MHz qui est rarement utilisée, mais qui pourrait être utilisée aussi, qui elle a 1% et sur laquelle on pourrait positionner deux canaux supplémentaires pour faire de l'uplink. Ce qui fait que finalement, si on a une configuration qui est celle-ci, on peut atteindre jusqu'à 3% duty cycle sur LoRaWAN grâce aux 8 canaux et en les répartissant sur différentes bandes, en allant chercher 2 canaux à 0,5% de duty cycle, les 3 canaux obligatoires à 0,33% de duty cycle et 3 canaux supplémentaires à 0,33% de duty cycle entre 865 et 868. Voilà. Bon, ça c'est vraiment pour du fine-tuning sur un réseau privé, puisque en général sur un réseau public, les 8 canaux sont imposés. En général, on a forcément les 3 qui sont définis par la norme, et les 5 autres souvent sont entre 865 et 868. C'est très rare d'avoir des choses en 869 MHz. En termes de downlink, comme je vous l'ai dit précédemment, on a 2 fenêtres de réception pour les downlinks, et un point qui est important que j'ai peut-être pas précisé précédemment, c'est qu'un downlink doit se faire immédiatement après un uplink. Pourquoi? Parce que le downlink, c'est le principe que l'objet va recevoir une information. Donc ce qui sous-entend que l'objet est réveillé et à l'écoute de cette information. La réception d'un message est quelque chose d'assez coûteux en énergie, et donc, par conséquent, un objet qui va être autonome ne va pas avoir une réception qui est continue, sinon il viderait très rapidement l'ensemble de ses batteries. Et donc, le moment où on sait qu'un objet peut être prêt à écouter, eh bien, c'est quand il s'est réveillé pour faire une émission. Donc, le downlink, par défaut, va toujours se faire suite à une émission. Donc, l'objet émet, et dans son émission, il va positionner un flag pour dire qu'à la suite, il va être prêt à recevoir de l'information. Et donc, il va ouvrir 2 fenêtres de réception, et s'arrêtera dès qu'il aura reçu un message, bien entendu. La première fenêtre, elle se situe toujours 1 seconde après le début de la transmission, et elle va capter un message sur la même fréquence que la fréquence où le message a été émis. Donc si j'émets en 868.3, je vais recevoir en 868.3. Il y a une seconde fenêtre qui est ouverte, et qui, elle, est 2 secondes après, et qui va se faire là sur une fréquence qui est différente et qui est toujours la même, qui est le 869.525, et qui va permettre de recevoir de l'information. Cette deuxième fenêtre, elle a quand même un énorme intérêt, c'est que dans cette bande de fréquence-là, on va pouvoir avoir une puissance d'émission qui est largement supérieure, parce qu'elle est montée en Europe à 27 dBm, c'est-à-dire 500 mW, et ça, c'est très important, parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'un objet, il a une antenne souvent qui est intégrée, il peut être dans une maison ou dans une voiture et il va envoyer un signal.
Et ce signal, il va l'envoyer avec sa puissance à lui, c'est 14 dBm, mais il va y avoir pas mal de pertes liées au fait qu'on traverse des murs, au fait que l'antenne n'est pas forcément super bien, ainsi de suite. Par contre, le récepteur, lui, il a bénéficié en général d'une antenne de très bonne qualité, d'une position dans laquelle il n'y a pas trop de bruit avoisinant, et donc par conséquent, il va recevoir tout un tas de messages. Quand l'antenne qui a reçu le signal va envoyer une réponse, eh bien cette réponse-là, si elle l'envoie avec 14 dBm, on va avoir encore des atténuations liées à l'antenne et à toutes ces choses-là, et puis on va avoir une perte de sensibilité de l'objet par rapport au tout le bruit qui est autour de lui. C'est-à-dire si l'objet est dans un appartement, potentiellement il y a un ordinateur qui tourne à côté, peut-être qu'il fait un petit peu de bruit sur le 868 MHz, ce genre de choses. Et résultat, la probabilité que l'objet reçoive la réponse est beaucoup plus faible que celle que la gateway a eue de recevoir, elle, la réponse. Alors le fait que la gateway puisse émettre avec plus de puissance, c'est-à-dire 27 dBm, ça va permettre de compenser ce problème de bruit autour de l'objet qui va limiter la capacité à recevoir le signal et recevoir la réponse. Donc la fenêtre RX2, elle est vraiment plutôt à privilégier globalement dans les communications descendantes, sauf lorsque l'objet est reçu avec un signal vraiment très fort, parce qu'a priori il est suffisamment proche pour que les 14 dB suffisent pour le joindre. Mais si la puissance de réception du message venant de l'objet est plus faible, il est vraiment conseillé d'utiliser le RX2. Alors la norme ne définit pas vraiment comment tout ça doit se réaliser, ce qui fait que finalement c'est le network server qui va implémenter le choix de la fenêtre en fonction de ses règles à lui. Et donc on peut avoir des résultats qui sont différents selon les implémentations network server, que ce soit sur un réseau Orange, ou que ce soit sur The Sling Network ou Helium. Ce qui fait que finalement les comportements des objets vis-à-vis du downlink peuvent varier en fonction du réseau sur lequel ils sont attachés. Et ça peut être un petit peu compliqué d'une certaine façon à gérer. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à chaque fois qu'on conçoit un objet LoRaWAN, il faut penser que lorsque l'on demande une donnée en downlink, il n'est pas certain que l'on reçoive cette donnée. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas été émise. Donc il faudra toujours prendre en compte qu'on peut avoir des trames perdues, aussi bien en uplink, il y a beaucoup de trames qui vont être perdues, qu'en downlink, on peut avoir des trames qui sont perdues. Mais ça, le serveur ou l'application ne le saura pas forcément. Et donc il va falloir le traiter de façon à gérer ces pertes de paquets. Ça, c'est une des complexités du développement globalement sur le LPWAN, particulièrement importante dans le cas de LoRaWAN, qu'il faut traiter en tant que développeur. Un downlink, pour ça, va pouvoir être hacké par le device, c'est-à-dire que le device peut confirmer qu'il a reçu le downlink, ce qui fait que dans ce cas-là, eh bien, s'il est reçu, on peut l'éliminer, et s'il n'y a pas confirmation, dans ce cas, il va pouvoir être réémis. Mais ce qui veut dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, qu'il est tout à fait possible que le hack du device, comme quoi il a reçu le downlink, ne soit pas lui reçu. Et donc, dans ce cas-là, le downlink peut être réémis par le serveur d'application, enfin le network server, pardon, pensant que l'objet ne l'a pas reçu. Donc un objet doit aussi être en capacité à traiter la réception du même downlink plusieurs fois d'affilée sans que ça pose de problème. Truc qui est pas mal sur LoRaWAN, on peut chaîner les downlinks, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a reçu un downlink, eh bien s'il y en a un autre qui arrive, on peut le demander aussi. Et dans ce cas-là, on peut comme ça avoir une communication d'informations relativement longue via LoRaWAN en utilisant des downlinks qui sont chaînés, mais toujours sans oublier que le réseau a lui aussi un duty cycle, que lui a une capacité limitée à communiquer vers tous les objets qui sont sur son périmètre, et que par conséquent, eh bien, il peut y avoir des restrictions, des limitations, des saturations, qui fait que la transmission des fois ne pourra pas se faire. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi lorsqu'on fait un design sur ce type de technologie. Alors je vous ai dit que un downlink suivait toujours un uplink. Ça c'est le cas standard, on va dire, dans ce qu'on appelle la classe A, les devices de type classe A en termes de communication sur LoRaWAN. Donc c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment possible, mais ce n'est pas la seule chose qui existe. Il existe aussi des devices qui sont en classe B. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a des downlinks qui sont schedulés. Donc on a prévu finalement un réveil à période régulière de l'objet de façon à ce qu'il puisse faire une réception d'informations. Donc c'est un rendez-vous en fait qui est fixé entre le network server et l'objet pour faire de la réception. C'est
ça peut être implémenté, ça ne l'est pas de façon très régulière, mais on a des choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple faire du multicast pour faire de la distribution de firmware ou de mise à jour de firmware, ce qui reste quand même quelque chose d'assez limité et expérimental, pour être honnête avec vous. La classe C, c'est une classe dans laquelle on a une réception continue, donc l'objet sera toujours capable de recevoir quelque chose. C'est un peu le mode qu'a une gateway par défaut. On peut imaginer des objets qui sont dans ce mode-là, mais très objectivement, mon avis, c'est que la classe C correspond à des objets qui vont forcément être alimentés sur un secteur électrique, puisqu'ils vont consommer énormément d'énergie en étant tout le temps en réception, donc l'utilisation sur batterie ne va pas être trop possible. Et à partir du moment où l'énergie consommée devient importante, et à ce moment-là, on va se demander s'il ne serait pas mieux d'utiliser un réseau de type 3GPP ou NB-IoT qui vont être tout le temps connectés et vont permettre ce genre de choses avec d'autres avantages comme la bande passante, comme le fait qu'il n'y ait pas de duty cycle et ainsi de suite. Donc la classe C est un cas un petit peu particulier et vraiment ce qu'on rencontre tous les jours dans nos développements, en général, c'est de la classe A.